Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Donc là, on va vous parler d'une opération en site occupé, qui est une opération mixte puisqu'elle a fait l'objet d'une réhabilitation et d'une surélévation. C'est une opération qui se trouve... Voilà, qui se trouve dans le 17e. Je vais peut-être présenter rapidement la RIVP, même si je pense qu'elle est un petit peu connue ici. Donc on est, la RIVP, on est le cousin de Paris Habitat, puisqu'on est un bailleur social de la ville de Paris. Alors nous, on a le format de société d'économie mixte, donc la ville de Paris est notre actionnaire à 80%, donc on est quand même très guidé par la ville. On a un patrimoine d'à peu près 60 000 logements à 95% dans Paris intramuros. Donc un patrimoine qui n'est pas toujours adapté au hors-site dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, moi je suis Claire Simon, donc je suis sous-directrice de la réhabilitation. Donc j'ai une équipe qui suit des projets de rénovation thermique quasi exclusivement en milieu occupé, puisque effectivement il arrive qu'on vide quand on a des sujets de structure un peu lourds, où là on ne peut pas laisser les habitants dans les murs. Mais vu la tension qu'il y a sur le marché locatif parisien, on essaye autant que possible de faire les travaux en gardant les habitants dans les logements. Voilà, donc cette opération qu'on a réalisée avec l'agence de Jean Marin, architecte, et l'entreprise Paris-Ouest, elle est assez particulière puisque c'est un immeuble de 104 logements qui date des années 80, qui comporte 4 bâtiments et sur lesquels on a surélevé 3 des 4 bâtiments. Donc ça fait quand même un chantier de réhabilitation plus 3 petits chantiers de surélévation. Et en plus, je ne sais pas si on le voit très bien, donc vous voyez les bâtiments là A, B, C, D, et au milieu du bâtiment C, il y a une sorte de petite enclave qui est un bâtiment qui appartient à des privés, donc qui est complètement imbriqué dans notre ensemble, mais qui faisait que l'interface avec les riverains était aussi assez forte. Oui, je n'ai pas dit. Donc on avait aussi quelques locaux d'activité. Voilà. Donc le projet, je vais peut-être passer la parole à l'architecte pour détailler un peu ce projet, même si j'ai dit les grandes lignes. Donc le projet il consistait en la réhabilitation de 104 logements et un travail en particulier sur l'enveloppe, mais aussi dans les logements, et la surélévation avec 18 logements supplémentaires. Donc le patrimoine nous permettait de faire une surélévation en bois. Bon, je ne vais pas trop m'y attarder aujourd'hui, mais ça générait quand même toute une série de désagréments pour les locataires. Et donc pendant les études et pendant le chantier, il a fallu accompagner les résidents aussi pour les convaincre que ici une surélévation à cet endroit-là n'allait pas forcément leur porter préjudice. Et donc dans la conception même, on a cherché, par exemple, alors c'est un exemple, hein, mais on a cherché à ne pas faire d'ombre dans les séjours en particulier, puisqu'en fait on vient porter sur les façades au-dessus de balcons, donc on va avoir des zones en surplomb, des surélévations en surplomb, et avec la lumière que ça pourrait enlever dans les logements. Donc on a choisi de ne pas avoir ces surplombs, disons, au-dessus des séjours, mais au-dessus des chambres qui sont particulièrement exposées à la chaleur, orientées sud, ouest ou sud-ouest, et donc d'utiliser cette surélévation d'une certaine manière au profit des résidents de l'étage du dessous. Voilà, c'est un exemple. On va pouvoir en parler d'autres points techniques si vous voulez. Je ne sais plus combien on a de temps pour la présentation. Mais... 10 minutes, bon, ok. Donc ouais, on a mis quelques photos. Donc en fait, sur un bâtiment, on a rajouté un étage.
sur le A, on a rajouté 2 niveaux et sur les autres bâtiments, on a rajouté un niveau. Et on voit là quelques images de avant-après. Ça, c'est le A, si je ne me trompe pas. Ah, il y a une photo qui a tourné. Bon. Voilà quelques images. Donc là, le choix qui a été fait, c'était de garder les logements occupés, y compris pendant la surélévation, parce que parfois pour les surélévations, on vide les logements du dernier niveau. Là, on a fait le choix de tout garder occupé. Bon, évidemment, ce qui fait qu'on arrive à faire passer auprès des habitants ce type de projet, c'est qu'on va s'occuper aussi de rénover leur logement, d'améliorer les performances thermiques, puisque là, on a refait complètement les façades. Toutes les menuiseries ont été remplacées par des menuiseries plus performantes. Il y a eu des travaux aussi assez importants faits dans les parties communes pour améliorer à la fois l'esthétique, la sécurité, on y reviendra peut-être après, et quelques travaux aussi dans les pièces humides, des travaux sur l'électricité et un gros travail aussi sur les espaces extérieurs. Donc l'acceptabilité de la surélévation, elle se fait aussi parce qu'on intervient assez massivement sur l'existant. Je fais un petit lien avec ce qui a été dit aussi précédemment sur le territoire de la ville de Paris. On a la chance d'être financé par la ville. Et c'est vrai que moi, je trouve ça quand même incroyable qu'il n'y ait pas une uniformité en France sur le financement de ce type de travaux qui sont quand même le cœur du sujet en ce moment. Et voilà, donc je viens rapidement parce que le temps passe sur... Bon, les chiffres clés, on va peut-être pas s'apesantir. C'est quand même 12 millions de travaux, hein, c'est des opérations assez coûteuses. Après, une opération de surélévation à Paris, même si le coût de travaux est très cher, étant donné le coût du foncier, ça vaut en général toujours la peine. Le calendrier, ça a été assez long sur la phase conception. Vous voyez, 2018 à 2023. Bon, on a eu pas mal de péripéties sur le permis, sur la doctrine bois aussi. Le Covid qui est arrivé au milieu, bon, bref, voilà. Parfois, il y a des opérations qui cumulent des aléas. La phase chantier, ça s'est plutôt passé dans le planning prévu, initialement, donc 2024 à 2026. Tout ça, on l'a un peu dit, donc je vais venir un peu sur les sujets dont on voulait parler, les enjeux particuliers à cette opération. Bon, moi, je vais donner des généralités, je vous repasse la parole après pour la partie plus chantier et technique, mais c'est vrai que sur ce type d'opération, en fait, il y a un premier sujet qui est la compétence des interlocuteurs. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure aussi sur le hors-site, mais quand on fait une surélévation, notamment sur les architectes, ça ne nous pose pas trop de problèmes sur les maîtrises d'œuvre, mais sur les entreprises, il nous faut des équipes qui soient à la fois compétentes en neuf et en réa. Et en fait, on se dit, on prend les majeurs, ils savent tout faire, hein, mais pas seulement, il y a aussi des PME qui font du neuf et de la réhabilitation. Mais ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas les mêmes équipes. Donc quand on a une équipe sur un projet, ça va être une équipe qui est plutôt spécialisée en réa ou plutôt spécialisée en neuf. Mais des équipes qui savent faire les deux, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, on a évidemment deux réglementations qui cohabitent parce que pour une partie du projet, on est sur l'existant et donc on n'a pas les mêmes exigences. Pour la partie neuf, on est dans les exigences réglementaires du neuf et c'est pas totalement isolé l'un de l'autre. C'est-à-dire que la cage escalier, la cage ascenseur, la sécurité incendie, elles vont être communes, par exemple. Donc on pourra revenir là-dessus, mais ça fait à chaque fois effectivement des sujets de débat avec notamment le bureau de contrôle parce que on a des attentes qui sont différentes et parfois contradictoires entre la partie existante et la partie neuve. Oui, on a les contraintes d'ascenseur, mais on a aussi les contraintes de toutes les gaines qui viennent des logements du dessous qui doivent repasser par les logements du dessus. Donc c'est une architecture neuve, mais qui est très contrainte par l'existant. Et là-dessus, il y a peu de dérogations possibles. Je voulais revenir un petit peu sur les résidents et sur les contraintes du milieu occupé. Un projet pour moi de surélévation et de réhabilitation, on retrouve les mêmes enjeux que Solène Mouret
évoqué tout à l'heure sur les opérations de tiroir, puisqu'on a besoin d'une acceptation du projet pour éviter en réalité le blocage du chantier. Et là-dessus, pour le projet de chauffe-rounier dont on a parlé tout à l'heure, comme pour celui d'ici à Jonquière, il faut une certaine souplesse dans le plan des logements pour pouvoir, en fait, en cas de blocage ici d'un résident sous la surélévation, pouvoir dévoyer, par exemple, des réseaux, s'organiser autrement et organiser le plan du logement différemment pour parer à ces blocages. Et c'est aussi, ça doit être la qualité du projet. On a aussi des contraintes. Alors, donc tout ça, ça passe par rencontrer les locataires pendant les études, mais aussi pendant les EDL en début de chantier. Ça, c'est très important d'aller chez eux, de leur montrer ce qui sera modifié, jusqu'où montera l'immeuble qui est en face de chez eux, et de créer une relation en fait avec ces résidents de manière à ce qu'ils puissent ensuite venir nous voir s'ils ont des interrogations et qu'on ne se retrouve pas dans des situations de blocage où on doit lancer des procédures juridiques, etc. Donc là, c'est trop long. On a développé aussi des logements de courtoisie. Donc là, ce ne sont pas des logements relais, mais c'est des logements juste pour pouvoir travailler la journée, parce qu'en fait, le bruit en particulier, c'est un gros problème. Donc il y en avait 5 sur cette opération et ils ont bien été utilisés. On a une problématique de confort, de continuité de confort pour les résidents, et je pense en particulier au moment où en fait on va venir décaper les toitures de leur étanchéité et de leur isolant. Et là, il faut pouvoir phaser pour ne pas être en plein hiver, par exemple, parce qu'on se retrouve avec des pathologies dans les logements, le froid, mais aussi la condensation. Et puis éventuellement la pluie qui viendrait à un moment où on n'a pas mis l'étanchéité provisoire, et tout ça. Donc ça, c'est des choses de phasage qui sont très spécifiques à la surélévation en milieu occupé. Il y a aussi la problématique des ascenseurs, parce que ici on avait un immeuble de 6 étages avec des personnes âgées, et donc l'entreprise a mis en place, et c'est pour ça aussi qu'elle a été sélectionnée, un service de portage des courses, mais aussi des personnes, donc des personnes qui étaient transportées dans leur logement et jusque dans les halls. Voilà, je pense que c'est les principaux points où on retrouve en fait une interaction entre le milieu occupé et la surélévation. On a demandé à l'entreprise aussi d'afficher toujours des plannings de niveau sonore. Donc, dans les cages d'escalier, les résidents savaient quand est-ce qu'il allait y avoir du bruit et pouvaient solliciter le logement de courtoisie ou s'arranger pour aller travailler sur leur lieu de travail plutôt que de télétravailler. Voilà, c'était ce genre de petites choses qui ont fait que ça a pu fonctionner au final. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Passer donc, aux derniers intervenants. Ah non, pardon, je vais trop vite. Pas du tout. Pardon. De l'agence Epicuria, je vais vous laisser vous présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, on est l'agence Epicuria. Ça va vous changer un petit peu parce que nous sommes spécialisés dans les bâtiments publics. L'agence travaille que sur concours, justement, et une grande partie de notre production est la réalisation de bâtiments d'enseignement, donc de l'école à l'université. Mais on fait autre chose également, gymnase, centre culturel. Et quelquefois du logement, mais assez peu malgré tout. On fait beaucoup de logements dans les bâtiments d'enseignement. Et une grande partie aussi de notre activité, c'est justement l'extension, restructuration de bâtiments d'enseignement existants. Et alors là, après, on est souvent confronté
à différents types de patrimoine. Le patrimoine des fois des années 30, on a fait un collège comme ça il y a très, très longtemps, c'était plus facile, des années 30 à Maison Blanche, en site occupé toujours, hein, c'était assez facile. Et souvent, on a fait aussi un gros lycée au lycée de Montgeron, qui était plus un patrimoine des années 50, qu'on a réhabilité, plus des extensions, et beaucoup de bâtiments des années 70, hein, qui étaient faits effectivement avec des procédés hors site à l'époque, hein, des modules préfabriqués, mais avec des systèmes d'isolation extrêmement minces qu'il fallait réhabiliter. Avec la difficulté de ces bâtiments, c'est qu'on a des bâtiments qui sont optimisés au maximum et qui sont qui font pas plus de 2 mètres 80, 90 sous dalle à peu près. Donc le projet qu'on va vous présenter là, c'est un lycée à Neuilly-sur-Marne, qui était un lycée d'enseignement professionnel avec une petite part d'enseignement général, et il fallait augmenter la capacité de ce lycée et la capacité de l'enseignement général. On ne touchait pas du tout à l'enseignement professionnel. Et donc, c'était le lycée Cugnot, donc Cugnot, inventeur du moteur. Et donc là, je ne vois pas trop, mais c'est la photo du site existant. Le site existant, avec en blanc les ateliers professionnels qui ne faisaient pas partie de l'opération. Et à droite de l'image, vous avez le bâtiment d'enseignement qui est en haut à droite, un petit bâtiment rond qui était un bâtiment d'accueil et de garage à vélo qui était inutilisé, et tout à fait en bas à droite de l'image, les logements de fonction. Donc un site très morcelé, des bâtiments vétustes. Ils ont été construits en 70 ou 71, je ne sais plus. Alors à l'origine, c'était un collège d'enseignement technique qui a été converti en lycée dans les années 2000. Voilà, et qui attendait cette rénovation depuis très longtemps. On est à la frontière entre un quartier résidentiel pavillonnaire très serré, vous voyez en haut de l'image. En bas de l'image, vous avez une centrale de concassage, de réemploi de gravats, donc avec des pollutions sonores et aériennes qu'on peut imaginer. Et tout à fait à droite, c'est un petit peu coupé, mais c'est plutôt une zone industrielle avec des sites de production divers, notamment automobiles. Voilà. Donc l'opération, le principal point important, c'était qu'on a 650 élèves en permanence sur site, presque 150 profs, et tout ça doit tourner pendant les travaux de réhabilitation et d'extension. L'idée étant, pour la région Île-de-France, maître d'ouvrage de l'opération, de doubler la surface du lycée pour doubler sa capacité d'accueil, bien entendu. Voilà. Donc, après ce petit préambule de l'existant, oui. J'ai juste rajouté, quand on fait des opérations d'extension, réhabilitation, ce qui est vraiment important, c'est que quand on a un site comme ça, c'est de s'approprier le site, y avoir quelque chose qui est extrêmement important pour un architecte, c'est de redonner un sens, une unité fonctionnelle, un programme dont bien l'appliquer sur le site, et lui redonner une identité. Et souvent, ce qui est important sur tous les projets qu'on a pu faire en habitation, c'est de redonner cette unité pour qu'après, finalement, on puisse complètement oublier qu'il y ait eu une extension, une réhabilitation du bâtiment, qu'à la fin du tout, on ait quelque chose de complètement nouveau. Voici le plan de masse du projet. Et puis à droite, avant-après, si vous voulez, en volumétrie simple. Donc on voit les contraintes du site, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, nous ont amené à faire cette enceinte. Ça passe vite. Donc un bâtiment en forme de U, vous voyez, qui vient refermer une cour assez protectrice vis-à-vis des nuisances sonores et aériennes du site, et qui vient complètement ressouder aussi l'enseignement professionnel à l'enseignement général, avec un gros travail sur la cour de récréation qui était précédemment plutôt au niveau haut avec les ateliers en contrebas. Et là, on a créé une cour à 2 niveaux très étagée, presque en son centre, qui fait que les espaces extérieurs sont à la fois pour les ateliers professionnels et pour la partie extension. Et tout en haut du plan à droite, on a une partie réhabilitation lourde, puisque une astuce aussi du projet, c'est que le fait de conserver le patrimoine existant
dans sa partie, la seule qui était viable, hein, on n'aurait pas pu malheureusement en garder plus. Ça nous a permis de traiter en gros 70% de la surface en neuf et 30% en réhabilitation, rénovation. On a pu faire les toits terrasses végétalisés aussi grâce à ça, parce que le PLU était plutôt orienté logement avec des toitures en pente. Mais comme notre projet est globalement une extension, même si elle est entre guillemets plus une extension que de la réhabilitation, on a pu bénéficier de ça. Les logements de fonction ont été relocalisés à gauche du plan, sur l'ancien parking qui servait à faire des essais pour faire tourner les camions pédagogiques. Voilà, au logement, donc au logement plutôt en bande pour rester dans la typologie locale. Et en fait, voilà, pour résumer, puisque c'est l'objet de notre échange, c'est comment faire une opération, enfin, essayer de garantir les conditions du succès malgré toutes les contraintes. C'est bien préparer l'opération avec un phasage logique qui permettait de toujours dissocier les entrées chantier des entrées publiques. En site occupé, bien sûr, tout en ménageant une demi-pension avec ses propres livraisons, tout en ménageant des entrées pour les ateliers professionnels qui ne pouvaient pas non plus être interrompus, les nuisances sonores en fonction des examens, en fonction des vacances scolaires, la préparation des riverains avec des rendez-vous d'information réguliers. Tous les riverains étaient informés du chantier, des périodes de pics sonores, des périodes de pics éventuellement des alimentages, etc. Voilà, tout ça se prépare avec des rendez-vous d'infos et puis une équipe qui était très motrice, l'équipe pédagogique était très motrice, très à l'écoute, avait un gain bien sûr notable par les travaux et on a été très épaulés malgré quelques difficultés qu'on peut imaginer. Donc le phasage, voilà, le site avant-après, donc là, il y avait une page à écrire au niveau architectural, donc effectivement on a pu vraiment qualifier le site et que ce lycée est une image, enfin qu'il est une identité, lui offrir une identité qu'il n'avait pas avant. Voilà, c'était vraiment ça, c'est important. C'est finalement l'extension réhabilitation a permis de redonner cette unité que le lycée n'avait pas, où il y avait quelques constructions qui s'étaient faites un peu de manière désordonnée, en réutilisant ce qui avait existé pour redonner quelque chose d'uniforme après. Là, c'est en phase chantier. En phase chantier, ouais. Là, c'est la photo qui est plutôt fidèle à la perspective. Le chantier était presque terminé, mais pas tout à fait. Voilà. Et donc on n'a pas parlé. On est en. Alors en fait rapidement là c'est les façades. En fait l'ensemble des bâtiments après c'était des panneaux de béton sur l'existant. Donc toutes les façades ont réunifié en fait l'élément. C'est un bardage métal blanc pour amener de la clarté, qui a complètement réunifié le bâtiment. Et aussi, on a joué, parce que dans le problème, ce qu'on disait sur les bâtiments des années 70, très peu de hauteur sous plafond, donc avec on a besoin de hauteur pour passer le double flux sur l'ensemble des salles. Donc par contre, on est resté sur cette trame, mais on a mis des endroits, des doubles hauteurs, la restauration, la salle de conférence, le centre de documentation, qui viennent justement redonner du volume à l'ensemble pour redonner justement une nouvelle dimension architecturale à cet ensemble. Là, vous avez quelques éléments. Là, c'est dans le neuf, c'est le choix de ramener aussi énormément de lumière par rapport à tous ces bâtiments des années 70. C'est des bâtiments qui étaient assez fermés, assez larges, et où la lumière naturelle ne pénétrait pas. Et tout ce que l'on a essayé de faire aussi, c'est vraiment important, c'est de faire pénétrer la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment, d'avoir quelque chose d'extrêmement lumineux. Et j'ai une anecdote sur un lycée qu'on a refait au Parc des Loges à Évry. On a justement, il y avait toute une sculpture en briques qui était typique des années 70 au centre d'un bâtiment, du grand préau complètement sombre, etc. On a purgé le bâtiment, on l'a remis, on n'a pas touché à la sculpture, mais c'est retrouvé à l'intérieur d'un patio, et il y avait de la lumière un peu partout dans le bâtiment pour redonner une nouvelle vision des choses. Et ça, au bout du compte, là, Lionel, tu peux en parler, c'est le ressenti en fait, des utilisateurs par rapport à leur nouveau lycée. En fait, Oui, extrêmement valorisant pour l'ensemble des équipes pédagogiques. Les élèves aussi voient leur bâtiment requalifié, et il y a un respect pour tout ce qui est construit, puisqu'ils ont vu le temps que ça a pris, ils ont vu la qualité, les efforts qui sont investis dans
dans leurs propres locaux. Et donc, il n'y a pas de dégradation. Il y a un vrai gain voilà, assez immédiat pour l'ensemble des utilisateurs. Et là, une petite anecdote sur la photo, c'est que à gauche, vous avez une sculpture qui était réalisée par César pour Cugnot. C'est un moteur en marbre qui était complètement à l'extérieur, qui commençait à se dégrader. Donc la région l'a fait rénover et on a remis cette sculpture dans le nouveau hall d'entrée où ils avaient quand même la chance d'avoir une sculpture de César dans leur lycée, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais retenu aussi, peut-être, si vous pouvez en parler, là, donc on va passer aux questions de la salle, mais sur vraiment la thématique site occupé, la manière dont vous avez en fait sélectionné vos entreprises. J'avais noté que voilà, le phasage faisait partie du concours. Donc, c'est des choses qui peuvent intéresser notre thématique, voilà, la typologie des marchés utilisés. Et puis la réception, pas la réception une fois livrée, mais vraiment pendant le chantier ou même en phase conception, comment? Alors là, on était en macro-lot, hein, donc on avait choix de macro-lot. Le macro-lot principal était l'entreprise Verdoya, ce qui était important, on avait un clos couvert, ce qui est assez important, des lots techniques, ventilation, chauffage et cuisine. Mais donc, c'était important d'avoir ce macro-lot justement pour bien organiser l'ensemble des travaux et toutes les phases délicates où on va couper un bâtiment, pouvoir l'étancher, un peu ce que vous racontiez tout à l'heure aussi. On a ces problématiques. Et là, je pense qu'avec l'entreprise, ça s'est très bien passé. Ils ont été moteurs justement parce qu'il faut faire attention aux pics de bruit. Avec les 600 gamins qui sont sur le site, il faut que les choses se passent le mieux possible. Et ce qui était vraiment important dans un établissement scolaire, c'est de bien scinder les choses. Hein. C'est de faire que les accès chantiers et les accès élèves soient complètement dissociés. Très bien, merci à vous quatre. Je vais peut-être demander à Solène et à Franca de regagner l'estrade. Et puis, donc on va passer à la dernière phase de questions, si vous en avez. Et je voudrais dire une chose aussi par rapport à tout à l'heure, ce qui est important quand on fait des bâtiments, qu'on surélève, qu'on réhabilite, qu'on transforme des bâtiments, il y avait la question du temps, de la durée. Et moi, ce que je pense, c'est qu'aussi, justement, nous, architectes, on a quelque chose, c'est rendre un aspect patrimonial au bâtiment que l'on fait. On va rendre quelque chose à la société. C'est hyper important. Et c'est pour ça que, du coup, lorsqu'on modifie, qu'on transforme quelque chose, on doit l'imaginer dans le temps long. C'est quelque chose qui, après, devrait être transmis à d'autres, aux générations futures, pour qu'il soit transformé. Et ça peut changer aussi la notion un peu qu'on peut avoir sur le coût des choses, sur le coût de l'utilisation justement de la préfabrication, pas la préfabrication, comment on transforme les choses. Le coût social aussi est extrêmement important dans notre métier. Hein. On n'est pas comptable d'un prix, mais on est davantage au service de la société et de transmettre quelque chose. Et ça, je crois que c'est extrêmement important quand on veut réhabiliter, transformer les choses. On doit se projeter vers le temps long. J'ai une question à poser à la RIVP, donc je suis de la ORIV, donc c'est normal que je vous pose une question plutôt aux bailleurs sociaux. Je me demandais si dans votre plan stratégique de patrimoine, vous avez systématiquement la question qui se pose de la surélévation pour toutes vos réhabilitations désormais. Alors ça a varié selon les périodes. Il y a eu une grosse vague d'études de surélévation, je pense dans les années 2015-2017, où suite à une étude de la PUR, l'agence parisienne d'urbanisme, pas mal de sites chez les bailleurs sociaux avaient été identifiés. Ensuite, chaque bailleur a fait des faisabilités. Certains projets sont sortis, d'autres non. Mais il y en a eu quelques-uns de réalisés à cette époque-là. Et puis
après 2020, donc après le Covid, on était un peu revenu de la densification et il y a eu plusieurs années où le mot d'ordre était plutôt maintenant on végétalise quoi, et on arrête de dédensifier la ville parce que c'est vrai que la ville de Paris, on en parlait tout à l'heure, est quand même, je crois, la 8e ville la plus dense au monde, donc on a tendance à l'oublier quand on y vit, mais c'est une ville qui est très dense, Paris. Donc c'est vrai que les projets de surélévation ont été un peu mis en stand-by pendant cette époque. Et puis là, ça revient là, depuis 1 ou 2 ans. Donc on en étudie de nouveau. Après, je ne sais pas quel est le ratio, mais je dirais quand on en étudie 10, il y en a peut-être 2 qui sortent finalement, puisque il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a des contraintes de renfort structurel, de fondation ou au-delà, qui peuvent être un peu... prohibitif en termes de faisabilité ou de prix. Voilà. Après, c'est vrai que je repensais tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur les contraintes et tout ça. Il y a aussi des avantages hein, quand on surélève. La création de logements sociaux est quand même bien financée, donc finalement l'équilibre global sur une réhabilitation avec surélévation, j'imagine encore plus dans les régions où il y a peu de financement sur la REA, est quand même amélioré du fait que le financement des logements créés soit intéressant. Merci, j'en profite juste peut-être pour te donner une information sur cette question de la surélévation. Et effectivement, il y a des études qui sont en cours. Donc, Julie Benoît, ce matin, je crois, nous en a parlé. L'AQC mène également des travaux actuellement sur la surélévation. Et donc, une étude devrait sortir en septembre. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais voilà, c'était une option. Donc je me fais l'écho de leurs travaux aujourd'hui. Et puis il y a aussi la CET, filiale de la Caisse des dépôts, qui travaille sur le sujet de la surélévation avec des aménageurs, notamment pour trouver du foncier aérien. Voilà. Et peut-être revenir sur le projet de Fresnes, parce que là, INLI, ils avaient regardé l'ensemble de leurs résidences, justement dans des résidences où les plots sont bien plus loin l'un de l'autre, dans un site en pente végétalisé. Et là, l'avantage, c'est non seulement le financement, mais aussi le fait de pouvoir rajouter des ascenseurs qui, du coup, rendent accessibles les autres logements. Donc, il y a aussi un travail plus large sur l'ensemble de l'Île-de-France d'identifier ce type de situation qui s'y prête, où du coup la surélévation ne pose aucun problème, qui est un peu en retrait par rapport à l'étage en dessous, mais pose pas aucun problème par rapport aux autres plots, en question d'ombre portée, etc. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Yann Wetkin, architecte urbanisme à l'Institut Paris Région. On mène actuellement une étude sur les transformations d'habitat collectif. Donc on est vraiment que sur... on a fait déjà, en ce moment, on va bientôt éditer celle sur la transformation des bureaux en logement. On a fait aussi un travail sur le pavillonnaire. Et donc là, c'est une étude pour la fin de l'année, à peu près, qui serait peut-être éditée, on va dire, espérons sur le début 2027. Et on regarde toutes les opérations qui sont de restructuration interne, de surélévation, d'extension ou de démolition-reconstruction. Et on essaye de comparer un petit peu ces diverses transformations auprès de différents acteurs. Et notamment, excusez-moi, j'ai une voix j'ai un peu enrhumé. On a auditionné notamment un bailleur social actuellement, pas des moindres sur la place parisienne, enfin francilienne, on va dire plutôt. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient plutôt un retour d'expérience qui était ce que vous avez un petit peu dit, mais sur une courte période, puisqu'apparemment vous avez un rebond sur la surélévation. Eux revenaient en retour d'expérience sur plutôt quelque chose d'assez négatif et qu'ils s'interrogeaient plutôt à orienter leur production sur plutôt les transformations en extension, ce qui est un petit peu différent, sur des contextes peut-être en centre-ville qui sont plus difficiles, et donc sur plutôt des territoires, on va dire, péricentraux, périurbains. Voilà. Après, évidemment, il y a les questions de marché là-dessus. Donc, je ne sais pas, par rapport à la RIVP, si vous avez un peu ce type d'opération et si vous vous interrogez là-dessus, sachant que le document d'urbanisme, le PLU bioclimatique, n'est peut-être pas forcément
des plus enclins à ce type de transformation-là. Je parle évidemment des extensions. Mais je suis pas sûre d'avoir bien compris la raison pour laquelle il revenait des projets. Difficulté site occupé, hein, dont on a parlé tout à l'heure, donc on va dire les deux aspects majeurs qui sont l'acceptabilité sociale, Oui. d'une part, et ensuite on va dire des difficultés techniques, donc avec des découvertes toujours au dernier moment sur une phase diagnostique qui est toujours plus compliquée en site occupé. Voilà, pour donner deux ordres de grandeur majeurs à la difficulté de ces surélévations. Ok. Alors c'est vrai que nous on n'a pas forcément, on n'en a pas non plus fait des dizaines et des dizaines des projets en surélévation, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si ça coûte cher parce que on va créer, quand on surélève, on va recréer une toiture par exemple pour juste 5 ou 6 logements, donc en termes de ratio de coût de construction, on est très élevé, mais en fait, malgré ces surcoûts de renfort de fondation, de petites unités par rapport, mais là encore c'est lié au contexte parisien, par rapport au coût du foncier parisien et à la rareté des terrains à Paris, finalement ça reste toujours intéressant de faire une surélévation. L'acceptabilité sociale, en fait, j'ai pas le sentiment. Là aussi, on est dans une ville qui est déjà dense, donc peut-être que finalement, ça a pas beaucoup de. Enfin, disons que ça a moins d'impact qu'ailleurs. Alors, bien sûr, il peut y avoir des cas où on va discuter avec les riverains sur est-ce qu'on surélève d'un ou deux niveaux pour que ça crée moins de masques pour les voisins. Bon, voilà, c'est difficile de généraliser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de surélévations qui ont été étudiées et qui ne sont pas allées au bout. Et à l'inverse, on a des immeubles qui n'étaient pas forcément identifiés comme étant à surélever. Et c'est au moment où nous, on a démarré nos diagnostics pour mener une opération de réhabilitation, où on s'est dit, finalement, il y a tout ou partie des bâtiments qui pourraient être surélevés. Et dans ce cas-là, ça se passe, quoi. Et ça se passe plutôt bien. Donc, en fait, moi, j'ai pas de remontée négative là-dessus. On a un cas où ça a été très compliqué, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'était une surélévation. En fait, on réhabilitait un bâtiment et on surélevait un parking semi-enterré qui était à côté. Pareil, en construction bois. Et là, on a eu des difficultés, mais plutôt d'ordre lié au montage des travaux, c'est-à-dire qu'il y avait un groupement d'entreprises avec une entreprise un peu générale du bâtiment et une autre entreprise qui était spécialiste construction bois. Ils avaient fait un mariage dont le contrat n'était pas idéal visiblement puisque ça a été très conflictuel entre les deux entreprises et au sein de l'entreprise générale, donc ils devaient coordonner à la fois le milieu occupé et le neuf. On a eu des difficultés parce que c'est une entreprise en tout cas c'est une équipe qui pour moi n'avait pas l'habitude du milieu occupé, donc pas l'expérience nécessaire sur la prise en compte des habitants, le fait qu'il fallait communiquer avec des mots qui sont compréhensibles par des gens qui ne sont pas des spécialistes du bâtiment, anticiper tout ce qu'on disait tout à l'heure, prévenir quand il y a du bruit, anticiper les choses, avoir des logements de courtoisie pour pouvoir offrir un espace un peu plus tranquille aux personnes qui sont plus proches des nuisances. Voilà, ça c'est les retours qu'on a eu, pas terribles, mais sinon, non, sinon c'est plutôt positif. Oui, Julien Lemantec, architecte. J'ai une question également pour le projet de la RIVP. Je m'interrogeais si la surélévation, elle avait été anticipée en amont avec une faisabilité par la RIVP, ou est-ce que ça a été une proposition qui a été faite au démarrage par la maîtrise d'œuvre? Et j'ai une autre question, c'est si la surélévation, elle avait, au moment des études, identifié des problèmes de descente de charge, d'éventuellement des reprises en sous-œuvre de fondation. Est-ce que la question du site occupé, comment vous auriez abordé le sujet, puisque vider le bâtiment pour pouvoir faire cette surélévation, ça semble un peu compliqué une fois que l'opération est lancée, ou alors est-ce que c'est la surélévation qui aurait été abandonnée?
Alors, je peux peut-être répondre pour les deux. Oui, il y avait une pré-étude de la RIVP de FESA quand nous, on est entré en jeu. Simplement, c'était pour 12 logements et au final, on en a proposé 18. Donc, il y avait encore une opportunité avec la forme aussi qu'on avait choisie et le mode de surélévation. On a pu un petit peu s'écarter de ces préconisations initiales. Et la deuxième question sur les reprises en sous-œuvre, c'est sûr que si on avait découvert qu'il fallait faire des reprises en sous-œuvre dans les logements occupés, alors la surélévation n'était plus viable. Donc ici, on a eu des reprises en sous-œuvre dans les sous-sols, et dans les sous-sols seulement. Et encore, l'entreprise a réussi à optimiser certaines reprises et n'a pas eu à en faire certaines. Mais je pense que oui, des reprises en sous-œuvre dans les logements occupés, c'est rédhibitoire. Oui, ça aurait été difficile. Mais pour l'instant, sur les expériences que j'ai, moi, on a pu se contenter de renforts dans le sol ou sur les fondations. Mais effectivement, ça nécessite quand même de faire des sondages dans les logements occupés. Et déjà, cette phase de sondage est compliquée à faire parce qu'il faut pouvoir rentrer dans les logements. Bon, ça, c'est toujours un sujet. Et puis rentrer pour en plus faire des percements, s'assurer que l'entreprise va bien nettoyer, reboucher, parce que même si c'est temporaire, il n'y a pas de raison de laisser les gens avec des trous chez eux. Enfin, oui, c'est une phase assez complexe, la phase diagnostique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, assez rapide sur la surélévation. Est-ce qu'il est envisageable que les surélévations, enfin les logements que vous construisez en dessous, enfin sur le toit, ils puissent être utilisés comme logement relais pour les sites occupés, notamment quand on doit faire des travaux lourds à l'intérieur? Est-ce que cette opportunité était envisagée ou elle est envisageable? Dans le cas présent, ça s'est pas passé comme c'est. Bon, déjà, ça s'est pas passé comme c'était prévu. On avait demandé à l'entreprise de terminer le logement neuf avant la réhabilitation. Et en réalité, il y avait tellement de complexité dans la création des logements neufs que c'est eux qui seront livrés tout à la fin. Et d'autre part, on n'a pas eu de travaux très lourds dans les logements existants. Enfin, on a quand même cassé des morceaux de façade en béton armé, donc avec les problématiques de bruit que ça peut entraîner. Mais là, les logements de courtoisie ont suffi. Et puis l'entreprise a mis les moyens pour faire les choses assez vite. Mais c'est vrai que ce cas de figure s'est pas présenté. Je pense qu'il est difficile à réaliser parce que en fait, la complexité de la surélévation fait qu'elle arrive à la fin, une fois que les étages inférieurs ont été traités. Je crois que toutes les questions ont été posées, ou beaucoup en tout cas. Merci à vous six et à tous les intervenants de la journée, ainsi qu'au public d'avoir participé par ces questions. Pour la suite, comme je l'indiquais ce matin, ce cycle se déroule en plusieurs épisodes. Donc là, c'était la conférence inaugurale aujourd'hui. Au deuxième semestre, il y aura des petits déjeuners techniques dont les thématiques sont toujours en discussion. Donc si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités dans ces petits déjeuners techniques qui n'étaient pas abordés aujourd'hui, je pense notamment peut-être à la phase chantier, à la question des entreprises qu'on aimerait développer, mais voilà, si vous pouvez nous faire remonter ça. Et puis on organisera aussi des visites de sites d'opérations réalisées en site occupé au deuxième semestre. Et justement, l'ECAE organise une visite du site de Thiers le 7 juillet matin. Donc, on va vous transmettre le lien. Ça va être très intéressant avec l'agence qui sera représentée. Merci beaucoup. Merci. Oui, peut-être dernière chose, les conférences sont enregistrées, donc les replays seront mis en ligne prochainement, avec aussi un dossier thématique qui sera produit au deuxième semestre. C'est-à-dire l'idée, c'est d'extraire de tout ce que vous avez dit
des textes et une organisation qui permet aux professionnels d'aller chercher l'information sans avoir non plus besoin de passer trop de temps à regarder les replays. Donc voilà. Bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir.